Isère, un dispositif qui marcherait cette fois sur la base du volontariat. 55 morts et près de 300 blessés, c'est le bilan de ce terrible incendie qui s'est déclaré hier à Hong Kong dans un complexe résidentiel. Le feu est par ailleurs éteint dans 4 bâtiments. 3 hommes ont été interpellés. On ignore toujours les causes exactes du sinistre. Et à Tahiti, le bilan s'alourdit après ce glissement de terrain. 6 corps sans vie ont été retrouvés. 2 personnes sont toujours portées disparues, dont un enfant. Un drame qui s'est produit après une semaine de très forte pluie. Une enquête pour homicide involontaire est en cours. Les médecins libéraux en colère. 7 syndicats appellent les praticiens à un mouvement de grève sans précédent à partir du 5 janvier prochain. Dans leur ligne de mire, le projet de financement de la sécurité sociale. Un texte qui sonne le glas, selon eux, de leur profession. Ils dénoncent notamment la mise en place d'une surcotisation sur les suppléments d'honoraires. Et nouveau marathon budgétaire pour le Sénat. Après le projet de loi de financement de la sécurité sociale, justement, les sénateurs examinent à partir d'aujourd'hui le projet de loi de finances. On le rappelle, la partie recette a été massivement rejetée par l'Assemblée nationale le week-end dernier. Et puis, il clôture la saison des prix littéraires. Le Goncourt des lycéens est remis aujourd'hui à Rennes. 5 romans sont en lice pour succéder à Madeleine avant l'aube de Sandrine Colette. Les 13 lycéens délégués annonceront le lauréat aux alentours de 13h depuis l'hôtel de ville de Rennes. Excellente matinée à tous. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bonjour à tous et à tous, avec vous pour commenter l'actualité pendant ces 2 heures, avec aujourd'hui Jean-Baptiste Moreau. Bonjour. Bonjour. Porte-parole du think tank Agriculture Stratégie. Vous avez été agriculteur également. Vous avez été député. Ariane Hamadi, bonjour, présidente de Kerman Consulting. Vous êtes spécialiste en communication politique. Alexandra Spiner, bonjour, enseignante déléguée spéciale en charge du décrochage scolaire à la région Île-de-France. Et nous attendons Benjamin Cauchy qui est dans les embouteillages. Et oui, lui vient du sud-ouest, donc il ne sait pas qu'à Paris, ça roule mal. Voilà, on l'attend. Le retour du service militaire volontaire. Emmanuel Macron doit préciser les contours de ce service militaire. Clap de fin pour les centres éducatifs fermés. La délinquance des mineurs. Des expériences sont tentées pour responsabiliser les parents. C'est ce matin, j'ai lu ça dans le Parisien. C'est assez intéressant. Et puis, des taxes, encore des taxes, toujours des taxes. Faut-il forcer les riches à prêter de l'argent à l'État ? Et dans la même veine, Yaël Braun-Pivet qui persiste ses signes sur l'héritage. La roue de la fortune, c'est ce qu'elle a dit hier. Faut-il taxer davantage les super héritiers ? Tous ces sujets, évidemment, on vous attend si vous avez envie de vous exprimer. 0826 300 300, c'est important d'avoir votre avis sur ces différents sujets. C'est vrai que le service militaire, ça vous a beaucoup fait réagir la semaine dernière, enfin en début de semaine, quand on l'a évoqué. On a un petit peu plus d'informations. Ce service militaire durerait 10 mois et serait toujours sur la base du volontariat. Alors, qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous y êtes favorable, vous ? Est-ce que vous encourageriez vos enfants, parce que je ne sais pas si on a beaucoup de jeunes en âge, de nous écouter ce matin et qui seraient volontaires ? Est-ce que vous pensez que ça peut fonctionner ? 0826 300 300. Donc on attend l'expression précise du président de la République. Ariane, vous me disiez que vous étiez dans un Uber ce matin, un VTC. Un VTC, comme on dit. Et le monsieur me demandait de quoi vous allez parler avec Valérie Expert. Donc je dévoilais de façon en inédit, je dévoilais les sujets de l'émission. Et évidemment, on a parlé du service militaire. Et ce monsieur me dit, moi franchement, j'enverrai mes enfants faire un service militaire parce qu'il n'y a pas mieux comme école de la vie. Ouais. Et je crois que ça, c'est un truc assez répandu, c'est-à-dire, même si on n'est pas favorable, parce que je veux juste dire ça, vous savez, la déclaration du général a été largement rejetée. En revanche, l'instauration d'un service militaire volontaire est largement plébiscitée. Donc en fait, il y a le fait que ce serait... L'armée, on fait confiance à l'armée à 85%, donc que ce serait une école de la vie et que ce serait finalement là parce qu'il y a l'uniforme, une sorte d'égalité sociale que les enfants pourraient plus qu'ailleurs s'éduquer. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que dans le service militaire, il y a service.
Et je pense qu'il y a un glissement dans l'opinion publique, eu égard au contexte international, sur le sujet de dire servir son pays aujourd'hui, c'est nécessaire et souhaitable. Et ça, je trouve ça particulier. Mais la question, c'est volontaire. Donc, qui aujourd'hui va avoir envie, parce que vous pouvez toujours vous engager dans l'armée. Donc, quelle va être la motivation de ces jeunes qui vont s'engager, si ce n'est donc pendant 10 mois, de toucher un salaire de 1000 euros à peu près. Oui, Jean-Baptiste. Alors moi, j'ai pas fait mon service militaire parce que je fais partie des dernières générations. On va dire, c'était né en 79, je suis né en 77 moi. Mais comme j'avais un travail en sortant d'école d'ingénieur, j'ai pu me faire dispenser du service. C'est ça. Il faut que le service militaire soit un vrai service militaire, que ce soit pas ce à quoi ça ressemblait à la fin du service militaire, à savoir c'était un camp où on s'ennuyait 10 mois à peu près à jouer à la belote et au tarot autour d'une table. Donc il faut vraiment que le service militaire ressemble à quelque chose et vraiment soit donne goût à l'armée pour ceux qui vont vouloir s'y engager, mais sinon soit utile aux jeunes. Sinon ils s'y engageront pas. Il faut pas que ce soit un grand camp de vacances ou un truc totalement inutile qui rompt un parcours scolaire. Donc il faut vraiment, pour qu'il y ait suffisamment de volontaires, qu'il y ait quelque chose de solide, que ce soit militaire certes, mais que ce soit qu'on fasse quelque chose, quoi, que ce soit pas juste passer son temps à se regarder dans le blanc des yeux et à se taper sur les doigts comme c'était le cas les dernières années du service militaire. Hein. C'était que ça, et avec en plus une mixité sociale qui n'était plus présente puisque tous ceux qui avaient des connaissances politiques ou autres arrivaient à se faire exempter. Donc il faut aussi que le volontariat ce soit pas qu'une certaine classe sociale, ou sinon il y aura pas d'utilité. Cette mixité. Un auditeur nous disait ça en début de semaine en disant mais ça va être forcément des enfants qui seront, enfin forcément, c'était son avis, qui viennent de familles plutôt peut-être de militaires ou de gens qui ont déjà de la rigueur et qui seront sensibles à cette idée de servir le pays. Donc c'est Alexandra Spinner. Des enfants de militaires, si vraiment ils veulent poursuivre la tradition familiale, ils s'engagent dans une formation militaire professionnelle. Moi, je suis toujours très inquiète quand quelque chose est sur la base du volontariat. Parce que précisément, ça n'a rien d'égalitaire. Est-ce que vous pensez vraiment que des jeunes gens qui ont une les gagnants du loto de Parcoursup, qui ont une belle formation universitaire qui s'annonce devant eux, est-ce que vous pensez vraiment qu'ils vont s'engager? Non. Donc ceux qui vont s'engager, ce sont des jeunes gens qui n'ont pas de formation et qui donc seront contraints d'aller vers ce choix-là. Donc ça n'a rien d'égalitaire, et il n'y aura évidemment aucune mixité sociale. C'est pas très grave si ça leur donne du sens et si ça leur donne des perspectives d'avenir. Ça, c'est pas gênant. Il faut savoir quel est le but de ce service. Vous savez, c'est toujours le même problème avec ce que propose le président de la République. Moi, a priori, je suis plutôt pour. Hein. Il y a évidemment pas de sujet. D'autant plus que, si j'ai bien compris, là on change complètement de logique. On enterre donc le CNU définitivement, et c'est heureux. Et c'est l'armée. Pardon. T'as dit CNU. Oui, pardon. Excusez-moi. Et donc là, si j'ai bien compris, c'est l'armée qui serait en charge. Donc c'est plutôt rassurant, c'est-à-dire que ils savent faire. C'est un système manifestement qui a été pensé avec les militaires, donc c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, il faut voir ce qu'il y a dedans. Puis, pardon, on parle de budget depuis des semaines. Ça va coûter de l'argent. On va financer ça comment? Oui, mais moi j'aimerais juste rajouter quelque chose. Je suis d'accord avec ce qui se dit, mais en revanche, moi je crois que le volontariat, que ce soit pour des services d'État, l'armée ou autre, repose sur la nécessité pour que les gens y aillent, que ce soit quelque chose de plus grand qu'eux. Il y a tout un travail, si vous voulez, d'imaginaire qui va au-delà en fait des classes sociales, etc. Le vrai sujet, c'est est-ce qu'aujourd'hui l'imaginaire autour du patriotisme suffit à mobiliser les gens, et en plus des jeunes, parce que quand on regarde les statistiques, les jeunes de 18-25 et 25-34 sont beaucoup moins favorables à ce service militaire volontaire que la génération de leurs aînés. Donc moi je pense qu'il y a un vrai travail, et c'est un sujet d'ailleurs beaucoup plus large pour nous tous, de dire c'est quoi aujourd'hui pour des jeunes être patriote? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que réellement y mettre derrière, et est-ce que le patriotisme pourrait s'exprimer dans un registre beaucoup plus traditionnel qui est celui du service militaire? On a François en ligne avec nous. Bonjour François. Oui, bonjour Valérie. Bonjour. Est-ce que vous avez fait votre service militaire? Moi oui, alors même je m'étais engagé, donc oui. D'accord.
Et donc cette idée d'un service militaire volontaire, et pardon de préciser, en fait, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'on est tous en train de penser aux jeunes, sauf que le président, il pense au pays, à la défense, et c'est ce qu'a redit Le Drian ce matin, c'est que s'il fait ce service militaire, le président de la République, c'est pas pour éduquer les jeunes, c'est pour défendre le pays. Donc vous en pensez quoi? Vous pensez que c'est une bonne chose? Oui, je pense que c'est une bonne chose parce que on n'a plus les moyens de faire un service militaire tel qu'on l'avait connu. Ouais. De toute façon, c'est vrai que c'était vraiment, ça a fini par faire une ségrégation entre ceux qui pouvaient justement s'en dispenser et ceux qui pouvaient pas. Parfois on passait 10 mois à s'ennuyer. Donc, je pense que sur la base du volontariat, c'est bien. Je pense aussi que ça peut mettre le pied à l'étrier de jeunes qui sont un peu en perte de repère. Mais ça veut dire que ça doit être incitatif. Mais moi, les deux choses, en fait, c'est pour faire quoi déjà? On veut bien mettre des moyens, mais quel est l'objectif final en fait? Pour l'instant, c'est juste assez flou en ce moment. Et on sait que peut-être c'est pour avoir une armée de réserve, donc qui fasse 40 ou 50 000 hommes par an, avec une classe d'âge. Donc ça pour l'instant, c'est pas dit. Et puis, quels sont les moyens qu'on va mettre derrière? Parce qu'on entend le chef de l'État, mais l'armée, elle aussi, a-t-elle la capacité? Et comme on dit, ça peut être très bien si il y a des jeunes qui viennent et qui justement montrent que l'amour de la France, la nation, l'expérience qu'ils ont eue est positive. Par contre, si ça fait un flop dès le début, ça va avoir un effet repoussoir. Donc il faut que l'armée aussi s'exprime, la grande muette, pour une fois qu'elle dise oui, voilà comment on va faire. Pour l'instant, et puis je pense que c'est entre nous un peu une manœuvre de diversion qui tombe après 8 ans d'exercice de mandat, quoi. Certains y voient effectivement une façon, de la com, quoi, de la part du président. Est-ce qu'il aura les moyens? C'est aussi une des questions de le mettre en place assez rapidement. On a hélas un peu l'habitude avec les annonces gadgets. Il y a évidemment une question de moyens, et puis il y a une question effectivement de contenu de service militaire, puisque effectivement, si on veut donner envie à des jeunes, il faut que ce soit autre chose que uniquement, parce qu'effectivement aujourd'hui ils peuvent s'engager dans l'armée déjà, ils peuvent faire les écoles militaires s'ils veulent. Donc il faut vraiment qu'il y ait un côté, que ce soit un plus pour le jeune, que ça donne envie, quoi. Parce que si c'est juste faire ses classes et qu'il n'y a pas d'horizon et de perspective autre, ça suffira pas. Mais les temps au niveau des tensions géopolitiques sont telles que je pense que notamment la prise de parole du chef d'état-major des armées était utile dans ce sens-là, pour faire prendre conscience qu'il y a un vrai danger qui est devant nous. Et effectivement, comme vous le disiez, il faut que le patriotisme qui semble vouloir s'exprimer dans les urnes, il se traduise concrètement aussi dans l'engagement de chacune et de chacun. Pardon d'être un peu ironique ou cynique, mais vous pensez vraiment que d'appeler un service militaire volontaire, ça va être dissuasif pour des pays qui voudraient en découdre avec la France? Ce matin, Jean-Yves Le Drian disait il faut être déterminé, il faut montrer sa force, il faut dissuader. La menace russe est là, il faut être lucide. Et il dit le service militaire volontaire fait partie de la dissuasion. Pour être fort, il faut dissuader. Le fait de rétablir un service national, c'est montrer que la nation est déterminée. Enfin, pardon, c'est quand même très gadget par rapport. Quand on nous dit, par rapport à la dissuasion nucléaire, évidemment. Oui, mais quand on nous dit qu'il faut. Non, mais il y a aussi. Alors, vous allez répondre tout de suite après. On marque une toute petite pause. Merci à François. Et vous êtes nombreux à nous appeler 0826 300 300, favorable ou non à ce service militaire volontaire. Est-ce que ce sera suffisamment dissuasif? Est-ce que vous aimeriez que vos enfants ou vos petits-enfants fassent ce service militaire? À tout de suite. Dès demain, réveillez-vous avec Maxime Liédo dans le Grand Matin Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Le service militaire volontaire, qu'en pensez-vous? 0826 300, surtout, est-ce que vous pensez que vos enfants, vos petits-enfants seraient disposés à s'engager et à tenter ce service militaire volontaire? La question se pose aussi sur l'efficacité. Jean-Yves Le Drian s'est dit c'est une manière de faire nation, de montrer face à la menace russe que nous sommes debout. On attend vos réactions. Alors on a Patrick en ligne avec nous. Bonjour Patrick. Oui, bonjour Valérie. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Je voulais intervenir. Oui, on vous écoute. Voilà. Je voulais intervenir dans le sens où le volontariat, je ne suis pas trop pour, dans le sens où moi j'ai fait le service militaire il y a quelques années en arrière, parce que j'ai 64 ans. Mais moi c'est surtout aussi pour sortir les jeunes de la panade qui sont désœuvrés, qui ont besoin de retrouver ces valeurs de patriotisme, de respect des autres, et arrêter cette violence qu'il y a chez ces jeunes qui ne savent pas où aller, quoi. Et je pense que ça leur ferait un but dans la vie.
et ça leur redonnerait ces valeurs-là. Mais dans le patriotisme, je pense pas que c'est le volontariat, parce que là, il va y avoir des jeunes qui vont se présenter, qui ont déjà ces valeurs et qui ont envie de s'engager pour la France. Et je pense à tous les autres plutôt, donc je préférais un service militaire obligatoire. Mais oui, mais voilà. Vous savez bien qu'aujourd'hui il n'y a plus de caserne, que ça coûterait un pognon de dingue, comme dit l'autre. Non, puis l'armée n'est pas forcément demandeur, parce que ça demande de l'encadrement et un taux d'encadrement. Les militaires aujourd'hui, ils sont déjà bien employés sur les différents théâtres de guerre où ils doivent intervenir. Si on leur demande de reformer toute une classe d'âge, c'est moins de disponibilité de militaires. Alors sur du long terme, je suis d'accord, ça permettrait de renforcer les effectifs de l'armée, mais sur du court et moyen terme, qui est ce qu'on voit aujourd'hui et les nécessités d'aujourd'hui, ça serait catastrophique pour l'armée française, à mon avis. Oui. L'encadrement, justement, il va le falloir quand même, parce que 10 mois de service militaire, même volontaire, il le faudra quand même. Oui, mais si vous avez 1500 jeunes ou 100 000 jeunes, c'est pas pareil au niveau de l'encadrement et du nombre de personnes qui vont être mobilisées. Ça n'a rien à voir. Ça va être différent. Vous vouliez, Ariane vous avez parlé de dissuasion. Moi, je pense pas que le but premier de ce service militaire volontaire soit de dissuader, mais d'alerter. C'est-à-dire que nous, on a vécu dans un monde où la guerre n'existait pas. Oui. Et finalement, on peut évidemment critiquer l'aspect communicationnel de cette déclaration, mais l'enchaînement entre le discours du chef général d'état-major et ça, c'est une séquence en réalité qui vise à dire attention, la guerre est là, et préparez-vous dans l'esprit, dans vos têtes, à contribuer à un moment donné, pas forcément d'ailleurs par le service militaire volontaire, mais à contribuer à une guerre. Et donc, c'est là, ça existe, et ne pensez pas, comme c'était le cas pendant 50, 60 ans, qu'on va pouvoir continuer comme avant. Oui, mais il faut dire que ce n'est pas qu'en France. Hein. On rappelle le propos du ministre de la Défense allemand qui a dit que ce sera peut-être notre dernier été en temps de paix, mais on a du mal à y croire. Je vois des auditeurs, auditrices qui disent la menace russe, néanmoins, il y a mais une menace qui n'est peut-être pas celle d'un conflit terrestre ça non plus. Peut-être pas un conflit de haute intensité, enfin peut-être pas tout de suite, mais il faut s'y préparer mentalement, comme vous le disiez. C'est important que effectivement nos générations qui n'ont jamais connu la guerre, au final, enfin la mienne, la vôtre, les plus jeunes, 80 ans, on n'a pas connu la guerre. Et après il y a eu les guerres d'Algérie et autres qui ont quand même marqué une certaine génération, mais aujourd'hui il faut se préparer mentalement à ce que ce soit une possibilité. Alors est-ce que ça sera une guerre de haute intensité comme ce qui se passe en Ukraine et en Russie, où il y a des mobilisations générales qui vont au-delà des gens qui ont pu ou pas faire leur service, d'ailleurs, parce que en Ukraine, ceux qui vont se battre sur le front, ils n'ont pas tous fait un service militaire. Ils vont absolument comme ils pas peuvent. Le choix. Ils n'ont pas le choix. Donc là, on est dans un autre contexte. Et ce sera peut-être pas forcément ça, mais peut-être que la guerre de demain, ça sera pas la guerre. Effectivement, ce sera pas la guerre de tranchée de 14-18, mais malgré tout, il faut que dans nos têtes, on soit prêt, comme vous le disiez, à l'effort de guerre qui nous sera peut-être demandé. Alors j'espère le plus tard possible, et j'espère jamais, mais qui est aujourd'hui possible alors qu'il nous paraissait impossible il y a ne serait-ce qu'il y a une dizaine d'années. Alors Laurent est en ligne, et merci à Patrick de nous avoir appelé sur ce sujet. Laurent, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous vouliez nous dire sur ce... Est-ce que vous y croyez ? Est-ce que vous avez fait votre service militaire ? Il n'y a que des hommes qui nous appellent, donc je vous pose la question. Alors moi, non, je fais partie justement des premiers à ne pas l'avoir fait. D'accord. J'ai 45 ans, donc je suis entre guillemets passé à côté. Quand la nouvelle était tombée qu'on n'y aurait pas droit, entre guillemets, ça m'avait pas forcément choqué. Ouais. Et puis après, avec le recul, je me suis aperçu que ça aurait quand même été quelque chose qui aurait pu être bénéfique. Moi, aujourd'hui, ce qui me fait poser énormément de questions, c'est que c'est pas obligatoire. Alors, j'entends tout ce qui a été dit précédemment, que le budget et les infrastructures ne permettent pas aujourd'hui de rendre ça obligatoire, ce qui est tout à fait logique, vu que ça a été, entre guillemets, en partie démantelé. Tout ce qui me gêne le plus, c'est que, entre guillemets, on aura dans ce service militaire que des gens qui sont déjà patriotes et qui en ont envie. C'est qu'on va pas quand même récupérer par le volontariat des jeunes qui ont, entre guillemets, déjà mal tourné à l'âge où le service militaire sera déjà possible. Si le service militaire est possible à partir de 16-18 ans, je ne sais pas ce qui est prévu, les jeunes sont déjà délinquants à partir de 12-14 ans aujourd'hui. C'est pas avec un service militaire volontaire qu'on va les récupérer. Après, pour ce qui est de la dissuasion d'avoir une armée volontaire,
oui, ça peut peut-être fonctionner, mais c'est pas, d'après moi, ça va être encore un gaspillage budgétaire qui va pas permettre d'insérer des jeunes et qui sera pas forcément efficace le jour d'un conflit, quoi. Mais c'est pas, oui, mais encore une fois, il y a plus, c'est pas, voilà, le but n'est pas une mission éducative. Le but, c'est vraiment de former une réserve, de former des jeunes, des hommes et des femmes qui seront, oui, mais là qui seront peut-être plus large, rémunérés. Voilà. On va, merci en tout cas Laurent de nous avoir appelés. On va parler donc des centres éducatifs fermés. Clap de fin, terminé. On ferme un certain nombre de centres éducatifs fermés pour services insuffisants, services rendus insuffisants. C'est ce qu'a déclaré hier Gérald Darmanin. Pourtant, je sais pas, qu'est-ce qui a dysfonctionné, Jean-Baptiste Moreau. C'était censé être des centres éducatifs fermés qui étaient ni éducatifs ni fermés en fait, parce que les pourcentages de fugue, les pourcentages de fugue étaient proches de ceux des foyers de jeunes normaux, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas fermés, quoi, puisque il y avait 15 à 20% de jeunes qui arrivaient à fuguer de ces centres éducatifs soi-disant fermés. Et éducatifs, ils avaient 8 heures de cours par semaine, je crois, maximum. Donc ça n'a rien d'éducatif. Donc en fait, ça ne servait à rien. Ça a coûté très cher. Et globalement, il n'y avait aucune formation. Et c'est ce que Gérald Darmanin a annoncé hier, c'est de le remplacer d'une part par des foyers davantage éducatifs sur un certain nombre, et puis aussi d'augmenter, si possible, le nombre de contrôles judiciaires qui sont plus efficaces, c'est-à-dire d'avoir un certain nombre de contraintes pour les jeunes, et puis la prison si le délit est suffisamment grave pour mériter la prison. Mais c'est pardon de vous interrompre, mais les assassins d'Elias, ils avaient un contrôle judiciaire, ils avaient interdiction de se rencontrer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut qu'il soit effectif, il faut que le contrôle judiciaire soit effectif, et le problème c'est qu'ils sont pas effectifs dans la plupart des cas, et ils sont pas contrôlés. Mais pourquoi on met pas les moyens sur les centres éducatifs fermés, je veux dire, d'enfermer des délinquants et de les contrôler? On dit il y avait des fugues, c'est invraisemblable de dire ça. Oui, mais non, sur le fond, c'est invraisemblable. Parce que ça coûte déjà 2 à 3 fois plus cher que des centres éducatifs normaux, et que ça ne marche pas. Donc on peut toujours y mettre plus de moyens, mais il faut mettre plus de moyens dans l'éducatif, c'est certain. Et après, s'ils méritent d'être enfermés, il y a la prison, quoi. Ça existe déjà. Il n'y a pas besoin de recréer. Les mineurs, vous les enfermez pas. Ça dépend il y avait cette proposition qui était entre la prison et un centre éducatif, genre un centre éducatif fermé. Quand vous lisez les livres de Maurice Berger, ça veut bien dire quelque chose. Ce sont des enfants qui sont profondément violents, qui sont des délinquants dangereux. S'ils sont des délinquants dangereux, ils vont en prison. Enfin, je veux dire, ça pas à 13 ans, pas à 13 ans, pas à 14 ans. On parle de ça aussi. C'est le fonctionnement des prisons qu'il faut réinterroger peut-être de par effectivement le fait que ces jeunes-là, quand ils sont mélangés à l'univers carcéral, ils finissent par être encore plus délinquants à la sortie qu'à l'entrée. Mais ça, c'est un problème de fonctionnement de la prison. Mais le centre éducatif fermé, la preuve en est que ça coûte très cher et que ça n'a pas fonctionné depuis le temps que c'est mis en route. Oui, alors moi, au-delà du fond de la mesure, d'un point de vue d'analyse de l'opinion publique, il y a toute une séquence là de Gérald Darmanin sur la question non seulement de sécurité, mais de prison. Et donc, ça a commencé effectivement depuis à peu près une semaine. Ce qui est intéressant, c'est que les chiffres sur le sentiment d'insécurité ou le laxisme judiciaire explosent tous les compteurs. Là, je regardais, il y a quand même 77% des gens qui estiment que les peines ne sont pas assez sévères. Il y a 82% des gens qui estiment que les peines sont rarement ou partiellement exécutées. Donc ça, c'est un vrai sujet politique dans ce sens-là. Comment, quand je suis un homme politique aujourd'hui, quel que soit le bord d'ailleurs, je parle de sécurité d'une manière qui va être suffisamment forte, précise, parlante pour que les gens se sentent mieux. On a l'impression en fait qu'il y a une déconnexion totale entre le discours sur la sécurité en politique et le sentiment d'insécurité des gens. Donc en fait là on est en train de parler des centres éducatifs fermés, mais moi j'ai envie de voir au-delà. C'est-à-dire que aujourd'hui il y a moins d'un Français sur deux qui ont confiance en la justice. Donc comment on fait politiquement, à la fois en termes de projet, en termes de discours, en termes d'ambition, pour réussir à, si vous voulez, compenser ce décalage et en dehors des discours simplement sécuritaires. Voilà, la Pardon. Ariane. En fait, le problème de ces structures, c'est que d'abord, elles ne permettaient pas d'évaluer le risque de récidive.
On n'avait pas des structures qui permettaient, avec des professionnels qui étaient capables de nous dire est-ce que ces gamins vont recommencer ou pas. Ce qui est quand même un vrai sujet avec des délinquants qui sont souvent très dangereux. Le deuxième sujet, c'est que vous aviez des taux de fugue extrêmement importants. Ça, je crois que Gérald Darmanin l'a clairement dit, et je trouve que c'est bien, une fois pour toutes, de dire les choses telles qu'elles sont. Et puis, très peu d'enseignement. Oui. En réalité, 8 heures d'enseignement en théorie. En pratique, c'était beaucoup moins. Beaucoup moins. Mais est-ce qu'on les ferme pour ça? Est-ce que la décision, c'est pas de dire on empêche les fugues et on forme ces jeunes? Je veux dire, c'est ce constat d'échec, il est désespérant. Tout le sujet désespérant. C'est tout le sujet de la méthode, oui, on est d'accord. On se retrouve dans un instant, là aussi on vous attend, 0826 300 300, ces centres fermés. Appelez-nous si vous voulez témoigner, si vous en avez entendu parler, si vous avez été confronté à ces centres éducatifs fermés. Et puis on parlera de la responsabilisation des parents aussi dans le cas des délinquants mineurs. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité. On parle de cette délinquance des mineurs, donc les centres éducatifs fermés au profit donc de centres de foyers, de centres éducatifs un petit peu différents. On va voir ce que va annoncer Gérald Darmanin. On a un auditeur, Jacques, qui nous appelle de Marseille. On vous écoute, Jacques, bonjour. Bonjour, merci d'avoir pris mon appel. Écoutez, je pense que la politique du tout ou rien n'est pas bonne. Donc, s'ils suppriment ces centres, vu que bon, c'est vrai que ça coûte cher et que les résultats sont pas suffisamment probants, il faut quand même les remplacer par une structure similaire pour empêcher un jeune de déraper. Après, je pense que ça doit être réservé aux jeunes qui dérapent une fois. Pas à un multirécidiviste. Multirécidiviste, sa place est au trou, en prison. Mais par contre, celui qui a dérapé une fois, il peut être récupérable, parce que pas tous les jeunes vont continuer à marcher hors des clous. Voilà mon point de vue. Oui, donc vous, c'est la peine immédiate, c'est ce que veut le ministre de l'Intérieur. Oui, aussi, d'une certaine manière. Vous avez raison, Jacques. Il a aussi annoncé la création de foyers d'éducation renforcés, qui ne seront pas des centres éducatifs fermés, mais qui auront véritablement vocation à éduquer et à redresser, on va dire, l'éducation de certains enfants. Alors on peut enchaîner avec ce qui est en train de se passer dans les Hauts-de-Seine. Le préfet des Hauts-de-Seine, Alexandre Brugère, lui veut mettre autour de la table les parents quand des enfants sont interpellés dans la rue, un gamin de 12-13 ans qui traîne dans la rue à 23h. Les parents sont convoqués et l'idée est de les responsabiliser. Il dit qu'il faut prendre en charge la situation avant qu'elle ne s'accélère et que le jeune ne dévale sur une pente à grande vitesse. Alors c'est un objectif louable. Il dit qu'il faut remettre la pierre au milieu du jardin des parents, sauf que quand on lit cet article du Parisien ce matin, c'est qu'on arrive dans des foyers qui sont extrêmement dysfonctionnels et que c'est pas toujours facile non plus pour les parents d'arriver à contrôler ce type d'enfant, Alexandra. Oui, enfin, vous connaissez un peu le sujet. Globalement, quand même, on se doute bien que si des enfants sont dans la rue à 12 ans, sont déjà dans la rue à des heures délirantes, c'est qu'il y a un problème déjà au sein de la famille et que la famille est déjà dysfonctionnelle et que les parents ont déjà démissionné. Moi, ce qui m'a... Alors, évidemment, moi, je trouve que la coéducation, c'est toujours quelque chose de louable et ça fonctionne plutôt pas mal. Et de responsabiliser les parents, oui, quand vous avez un gosse dans la rue à des heures indues, c'est évidemment normal. Il est sous la responsabilité de ses parents. C'est normal d'aller questionner les parents et d'aller les mettre face à leurs responsabilités et de se mettre tous autour d'une table. Là-dessus, je suis d'accord. Mais on fait quoi des gamins où les parents n'en ont rien à faire? Parce que vous savez, le problème, c'est notre degré d'acceptabilité sur les choses horribles qu'on voit chez les mineurs. Est-ce qu'on est capable de se dire, tout simplement, il y a des parents qui s'en foutent complètement? Non, mais je veux dire, je sais que on peut pas l'entendre. Oui, mais la société et l'école peuvent pas se substituer totalement à une éducation manquée des parents. Enfin, c'est illusoire de penser ça. Parce qu'à un moment ou à un autre, ils se retrouvent quand même
dans le cadre familial, qu'on les mette en centre éducatif fermé, en prison ou quoi que ce soit, s'il n'y a pas une reprise en main au niveau des ascendants parentaux, enfin, je veux dire, c'est illusoire de penser que la société va pourvoir à l'éducation des enfants seule et sans les parents. Ça n'existera pas. Donc, il faut essayer, il faut mener un certain nombre d'initiatives là-dessus. Je trouve que ce sont des initiatives tout à fait louables. Moi, je crois à la coéducation, c'est pas le sujet. Mais on fait quoi des gamins qui sont déjà abandonnés, quoi, où les parents ont déjà déclaré forfait? On fait comment avec cela? Oui, c'est ça le sujet en fait. Et c'est souvent apparemment ce que dit le préfet des Hauts-de-Seine, des familles qui ont besoin aussi d'une aide à la parentalité. Ouais. Donc je sais pas. Alors vraiment, s'il y a vraiment un sujet. Vraiment un thème dans lequel on devrait investir massivement, c'est l'aide à la parentalité. Vraiment, je pense que ça, c'est. Mais ça veut dire quoi? C'est quoi l'aide à la parentalité? Comment on aide quelqu'un à être parent face à des enfants violents, face à des enfants décrocheurs, face à des enfants qui n'obéissent pas, qui sont happés par le groupe extérieur? Oui, en fait, vous parlez du décrochage. Typiquement dans le décrochage, quand vous mettez les parents dans l'équation. C'est-à-dire que les parents prennent une forme de responsabilité dans la volonté de raccrocher un gamin à un chemin de réussite. Je peux vous assurer que ça fonctionne. Hein. Ça, c'est une solution toute bête qui fonctionne très très bien. C'est-à-dire ramener les parents face à un gamin et lui dire tes parents, ils pensent que c'est possible que tu puisses réussir, ça fonctionne. C'est une mobilisation collective, hein. C'est pas Absolument. Les uns ou les autres, c'est les uns et les autres si on veut que ça fonctionne. C'est la société et les parents, mais c'est pas ou la société ou les parents. Benjamin Cauchy vient d'arriver de Toulouse. Non, même pas de Picardie, 3h45, c'est un record battu pour 120 km. Oui, effectivement, le sujet la responsabilisation des parents. Il n'est pas question de supprimer les allocations familiales, ça a bien été dit par le préfet. C'est vraiment de produire un choc, de faire venir les parents, de faire quelque chose d'assez officiel, de les mettre autour d'une table avec leurs enfants et de les mettre devant leurs responsabilités et la réalité. Ça existe déjà en Haute-Garonne. Il y a ce qu'on appelle des comités pédagogiques, par exemple, dans les collèges de Haute-Garonne, qui permettent, une fois par trimestre, de faire le point entre l'équipe éducative, l'équipe, on va dire, de régulation des établissements, les CPE, principaux adjoints, principaux, et puis une partie du corps professoral pour justement mettre à la fois en responsabilité les enfants devant le corps enseignant et les responsables pédagogiques, mais aussi de mettre les parents face à leurs responsabilités, et bien de leur faire comprendre que l'école n'est pas là pour éduquer, mais pour enseigner. Pour moi, c'est ce prisme déformant qu'on a depuis à peu près 80 ans de parler de l'éducation nationale. On pourrait peut-être parler d'enseignement national. Et pour le coup, l'éducation revient aux parents. Et donc, ces systèmes de comités pédagogiques sont plutôt vertueux au regard des résultats portés ces dernières années. Oui. Oui, moi je pense que tout ce qu'on se dit là, pose deux questions sous-jacentes. La première, c'est est-ce que nos institutions en l'État, école, justice, sont capables encore de juguler la violence. Et je crois que la grosse angoisse des gens sous-jacentes, une angoisse quasi existentielle, vient d'une sorte de crise de notre modèle passé pour répondre à cette question. Ensuite, la deuxième chose, alors j'ai écouté ce qui s'est dit, c'est que la question des enfants est une question d'un point de vue opinion publique qui a une toute autre couleur que la question des adultes. Donc il faut se dire qu'on est dans un monde où quand on pense enfant et quand on pense responsabilité, on pense parent. Si c'était un délinquant adulte, la question ne se poserait même pas. Donc moi, ce que je trouve intéressant d'un point de vue de la communication politique et d'un point de vue politique du coup global, c'est le sujet de la responsabilité. On est dans un moment de notre époque où les gens, que ce soit en termes de justice fiscale, que ce soit en termes d'éducation, que ce soit en termes d'autorité, ont besoin de trouver un responsable. Et je pense que le politique aujourd'hui a énormément de difficultés à gérer cette demande et cette question. Oui, parce que le pouvoir politique aujourd'hui ne prend plus aucune responsabilité. Je vais faire un parallèle audacieux. Là, c'est pas le cas. Là, vous avez des préfets qui disent il faut faire quelque chose. Je parle du problème de responsabilité, si vous voulez. Quand on regarde une classe politique qui est incapable de prendre ses propres responsabilités aussi face aux échecs, ou on peut parler de la directrice du Louvre par rapport à l'échec. Vous voyez, je peux faire des pirouettes dans tous les sens du terme. La notion de responsabilité, y compris au sein de ceux qui nous dirigent, n'est plus, comment dirais-je, évident. Donc c'est difficile d'imposer à une nouvelle génération qui subit les influences à la fois des réseaux sociaux, de l'impunité générale qui existe et le laxisme généralisé, de voir finalement la directrice du Louvre, elle fait des bêtises.
Il lui arrivera rien. Pourquoi moi, enfant de 12 ans au collège, parce que j'ai tiré les cheveux de ma copine ou parce que je l'ai poussé dans les escaliers, pourquoi j'en serais responsable? Je vais faire une petite anecdote personnelle et très primaire. Je rentre par Orly dimanche soir et je vois 6 faux taxis à la sortie qui sont là à chaque fois. Je l'ai posté sur les réseaux et des gens m'ont dit mais à la gare Saint-Charles c'est pareil, c'est-à-dire que vous avez des gens qui arnaquent ostensiblement les touristes, qui proposent, je les ai engueulés, je les ai interpellés, ils sont foutus de moi, ils me sont marrés en disant qu'est-ce que ça peut vous faire? Je dis mais vous arnaquez les gens, ils me disent c'est pas votre problème. Ils sont là, personne ne fait rien, je rentre chez moi. PV pour avoir dépassé de 5 minutes le rodateur, 50 € à Paris. Donc vous vous dites, eh ben merde. Voilà, non, mais il y a une forme, c'est très Poujado ce que je dis, mais en même temps vous vous dites, il y a ces types qui sont là. J'interpelle, j'ai fait ma justicière, j'ai interpellé le type avec son gilet dehors qui m'a regardé en me disant, je suis pas là pour ça. Donc qu'est-ce qui se passe quoi dans les gares? C'est pareil, les faux taxis. Donc tous ces gens sont là impunément. À Barbès, les faux vendeurs de cigarettes, c'est ce que vous dites, le dysfonctionnement, il y a pas de responsabilité. C'est difficile de me donner des exemples de responsabilité à des enfants qui sont en construction, qui ont parfois des parcours familiaux perturbés, brisés, des foyers monoparentaux d'un côté, et de l'autre dire mais tiens la ligne et respecte la loi. On se retrouve dans un instant pour poursuivre ce débat. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Appelez-nous pour témoigner 0826 300 300 si vous avez eu des enfants qui étaient en difficulté. Il y a pas mal de réactions sur le Facebook. Une auditrice me dit, moi mon petit-fils de 15 ans, interdiction d'être dehors après 18h et c'est très bien comme ça. Je n'ai pas eu besoin d'aide pour élever correctement mes 3 enfants. Oui Vivi, mais bon c'est pas le cas de tout le monde. Et on a le témoignage de Marie qui dit, j'ai été famille d'accueil pendant 35 ans, j'ai élevé toute seule une dizaine d'enfants, tous issus de l'immigration. Je suis éducatrice de profession, tous ont un métier, tous travaillent, aucun n'est tombé dans la délinquance. Douceur, fermeté, éducation, cadre sécurisant. Bravo à vous Marie, c'est vrai que hélas ce n'est pas le cas partout de tout le monde. Et oui, il y a des familles qui c'est ce que dit le préfet des Hauts-de-Seine et ce que disent certains maires, on tombe sur des familles monoparentales et le but c'est aussi de rappeler aux pères qu'ils sont partie prenante dans l'éducation de leurs enfants même quand ils ne sont plus dans le foyer. Oui, mais je pense ici Valérie que tout le monde est plus ou moins d'accord avec l'initiative du procureur de Nanterre et du préfet des Hauts-de-Seine. Parce que là, on parle d'aide à la parentalité. On est tous d'accord qu'évidemment, il faut aider des parents qui sont dépassés par la situation. Mais je crois que dans cette initiative, on parle aussi de parents. Et là, on est plutôt dans le criminel qui profite des délits de leurs enfants. Et c'est aussi ça le sujet, je crois, dans ces initiatives. Donc, des parents qui sont complices et qu'il faut aussi sanctionner parce qu'ils profitent du crime de leurs enfants. Alors, ça rapporte de l'argent, oui. Oui, puis on va revenir au narcotrafic où on a vu que la mère du prisonnier qui a été partie chercher du boulot sur Lyon a été mis en examen pour trafic de drogue, puisqu'ils avaient retrouvé de l'argent liquide chez elle. Et on sait très bien, enfin je veux dire, c'est dans la famille, oui, enfin tout le monde le sait, c'est entendu, on sait très bien qu'il y a des familles entières parfois qui bénéficient du trafic de leurs enfants, des jeunes. Quand on voit mais là aussi, quand on parlait de la responsabilité, quand vous voyez qu'il y a des gamins guetteurs à 12 ans, est-ce que c'est normal de laisser ces gosses dans la rue? Est-ce que c'est normal qu'il n'y ait pas des policiers qui interviennent, qu'il n'y ait pas des éducateurs? On les voit ces gosses. Je veux dire, quand vous y allez, vous les voyez, ces gamins à Marseille qui vous empêchent de rentrer dans les quartiers parce qu'ils sont là et qu'ils guettent et qui font les guetteurs et qui ne sont pas à l'école. Oui. Oui, je suis d'accord, mais moi il y a un sujet aussi, vous allez dire que je reviens sur la politique, mais c'est un peu mon métier, donc je suis un peu obsédée par la politique. Mais c'est éminemment politique aussi. Parce qu'on a un vrai sujet. Aujourd'hui, si vous voulez, avant, quand le service public était plus fort, il y avait quand même un consensus droite-gauche, même si évidemment la droite et la gauche c'est pas la même chose, autour de l'idée de renforcer l'autorité du service public, de l'État. Et aujourd'hui, ce que je trouve compliqué, c'est que dès qu'on a un sujet de sécurité, en tout cas un sujet un peu brûlant, qui met un peu les gens à vif, on a une opposition complète entre une gauche qui voudrait en gros plus d'éducation et une droite qui voudrait plus de sanctions. Et je trouve que cette polarisation du débat public en termes gauche-droite sur ce sujet est délétère. Parce qu'en réalité,
Je ne sais pas si c'est aussi tranché que ça. Je pense que je suis assez d'accord avec elle. Et c'est surtout assez radical dans les. Enfin, il y a beaucoup plus de radicalité en politique. Je sais pas. En gros, le sentiment d'insécurité n'est pas de. Le sentiment d'insécurité n'est pas de gauche ou de droite. En revanche, la sensibilité à certaines mesures, soit plutôt éducatives, soit plutôt restrictives, fait réémerger le clivage droite-gauche. Mais le sentiment d'insécurité n'est pas de gauche ou de droite. Et donc, du coup, je crois que ça met le politique, de tous bords d'ailleurs, dans une position difficile à être forcément caricatural dans l'une ou l'autre des options choisies, pour notamment capter un électorat et une marque politique. Et ça, je pense que c'est très, très compliqué. Encore une fois, je reprends il y a 10 ans, 15 ans, on aurait pu avoir un débat. Comment était le débat ? C'était un débat droite-gauche autour de la notion d'autorité, mais autour du professeur, du médecin, et donc il y avait beaucoup plus de possibilités de parler des solutions. Après, on pouvait être, évidemment, quand vous étiez de droite, vous aviez plutôt tendance à dire que le professeur n'était pas respecté dans son autorité, à gauche qu'il n'avait pas assez de moyens, mais c'était beaucoup moins clivé et distinct. Et donc aujourd'hui, le débat est forcément caricatural et ça pénalise beaucoup, à mon avis, la question de la gestion de la sécurité et de l'insécurité. Surtout que les solutions sont combinées, elles sont rarement tout l'un ou tout l'autre. C'est jamais tout répressif ou tout préventif. Oui, enfin, je vais mettre un peu de bémol dans dans vos éléments de langage, mais là, pour le coup, je dis pas que ce sont des éléments de langage, je vous taquine, mais là, pour le coup... Non, mais je suis pas susceptible de y aller. Moi non plus, en plus, vu mon état. Mais non, mais plus sérieusement, le besoin de répression, aujourd'hui, vous dites qu'il y a un retour au clivage droite-gauche sur ces sujets-là. Vous regardez les enquêtes qualitatives, les enquêtes d'opinion sur le retour à la sécurité. Vous avez également 60 à 65% de l'électorat de la France insoumise qui est pour. Donc il y a peut-être une radicalisation, effectivement, des postures, puisque le en même temps est en train de s'effondrer. Donc il y a un retour, j'ai envie de dire, pavlovien à la droite et à la gauche, mais sur les nécessités de sécurité et de responsabilité, y compris l'électorat de gauche s'y retrouve. Et le côté béni oui bisounours, on va aider, ça manque de moyens, ça fonctionne plus. On est en train de remplir un panier percé. Donc, non, mais là, alors sur le narcotrafic, j'ai un point de vue non consensuel avec lequel je me fais beaucoup d'amis quand j'en parle ici, mais le taux répressif sur le trafic de drogue, ça fonctionnera pas. Si on n'a pas une part de légalisation encadrée, la légalisation encadrée, c'est pas n'importe quoi, notamment du cannabis, on n'arrivera pas à endiguer le narcotrafic. Vous pouvez mettre 100 000, 1 million de flics de plus, vous n'arriverez pas à lutter contre ce qui est en train de se développer dans le pays. Donc, il faut être à la fois très dur. On parle plus que du cannabis, je veux dire, pardon. Mais le cannabis, c'est le produit d'appel. Le cannabis, c'est le produit. La réalité des choses, j'ai mené plus de 100 lycées, j'ai travaillé 2 ans sur le sujet. Oui, mais depuis 2 ans, les choses ont changé. Vous avez aujourd'hui les drogues de synthèse, vous avez la cocaïne qui est accessible pour quelques dizaines d'euros. Donc aujourd'hui, ils veulent vendre justement ces produits qui sont beaucoup plus addictifs et qui permettent de faire beaucoup plus de business. Mais il n'empêche que le cannabis reste le produit d'appel qui attire toutes les générations vers eux, et après ils leur fourguent toutes leurs saloperies de drogue de synthèse, de cocaïne et autres. Je dis pas que le cannabis c'est pas une saloperie, c'est pas la question. Mais il n'empêche que c'est un business, et comme tout business, il y a un produit d'appel qui permet de ramener le client, et après il fourgue au client tout ce qu'il veut lui fourguer. Et tant qu'on n'aura pas coupé ce produit d'appel de cette consommation de masse, parce que la consommation de masse elle est quand même encore sur le cannabis. Quand vous avez 1 million de Français qui vous disent qu'ils fument quotidiennement du cannabis, c'est-à-dire que vous en avez 3 ou 4. Donc voilà, tant qu'on n'arrivera pas, et en étant ferme sur l'encadrement de la légalisation, c'est pas de l'autoriser faut pas l'autoriser aux mineurs, enfin voilà, et en tapant, et vous privez 80%, mais par contre là, vous allez foutre le bordel dans les quartiers, parce que les réseaux vont pas se laisser dépecer comme ça, parce que vous les privez de 80% de leur chiffre d'affaires si vous faites ça aujourd'hui, et donc voilà, mais tant qu'on n'aura pas cette alliance des choses, et une légalisation contrôlée et une lutte implacable contre les têtes de réseau et contre le trafic, si vous faites que du répressif, c'est mort d'avance, je vous le dis tout de suite. Dans 10 ans on peut en reparler, et ça aura encore empiré, même peut-être dans 2 ans. Ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a eu une étude. Pardon, il y avait une étude dans l'IFOP, j'ai pas le chiffre exact, mais qui expliquait très bien comment le narcotrafic est passé de quelque chose dans l'imaginaire collectif de grands criminels à quelque chose du quotidien. C'est-à-dire que la question en fait de la drogue, qui était très circonscrite, très secrète aussi, on n'en parlait pas du tout dans le débat public comme ça, est devenue un enjeu pour les Français. Il y a 90% des Français qui pensent que le narcotrafic, enfin la drogue, est un sujet présent sur tout le territoire. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que par exemple votre position
quand vous dites effectivement que le tout répressif ne suffit pas, va à l'encontre du sentiment des Français qui est que la drogue, c'est un problème de leur quotidien. Et donc, on a encore un sujet de politique et de communication politique qui vise à dire à quel moment je fais, en fait, une politique en termes de com qui soit sur les incivilités du quotidien quand je parle de drogue. Ce qui n'était pas le cas avant du tout. C'est pas du tout pareil pour un homme ou une femme politique aujourd'hui de parler de ces sujets-là. Donc c'était juste un petit point pour souligner. Alexandra, juste moi je crois. Alors je suis évidemment en désaccord avec ce qui vient d'être dit parce que je ne pense pas qu'on fasse reculer la consommation d'un produit en le légalisant. Il y a quand même des études. La cigarette. Il y a des chiffres. Voilà, typiquement au Canada. Les chiffres de la cigarette sont tronqués parce que les gens achètent avec l'argent. Non, mais 60% du cannabis provient toujours du marché noir et et la consommation a augmenté. Des mineurs diminués de 40%. Il faut prendre les bons chiffres, il ne faut pas prendre des chiffres falsifiés qui nous arrangent et pas prendre ceux qui nous arrangent pas. Ce ne sont pas des chiffres qui m'arrangent. Mais d'imaginer que les trafiquants de drogue vont mettre un petit costume et puis s'acheter une petite boutique et puis vendre tranquillement leur cannabis, c'est complètement illusoire. C'est une chimère complète. Non, ça fonctionne. Ils iront encore plus loin et ils vendront au marché noir des produits qui sont de plus en plus... Canada, ça fonctionne. Uruguay, ça fonctionne. Portugal, ça fonctionne pas. Mais si, ça fonctionne. Mais vous prenez que des chiffres faux. Je veux dire, la consommation des mineurs a diminué de 40%. La consommation des mineurs a diminué de 40% au Canada. Sur quoi? Sur le stup? Sur le cannabis. D'accord. Ok. La consommation de drogue chez les mineurs a diminué de 40%. Ça n'a pas fonctionné. Le modèle qui fonctionne pas, c'est le modèle américain où c'est du tout business. Où effectivement le modèle américain qui est de la légalisation absolument pas encadrée, c'est du grand n'importe quoi. Et là, pour le coup, ils ont fait absolument n'importe quoi. Mais vous avez des modèles en Uruguay, vous avez des modèles au Portugal, vous avez des modèles au Canada qui fonctionnent. Après, il faut l'adapter au contexte français. Il faut pas faire n'importe quoi. Et je le dis, c'est de la légalisation encadrée, avec des prix régulés par l'État, avec quelque chose qui ressemblerait un peu à la CETA qui existait sur la cigarette, sur la contrôle des prix et de la qualité. Mais il y aura bien sûr toujours du marché noir. Et il faudra toujours le combattre. Sauf que si vous passez de 100% à 40% de marché noir, vous n'êtes plus du tout dans la même efficacité avec les mêmes forces de l'ordre sur le terrain. Tendance récente de la consommation du cannabis au Canada, il n'y a pas eu de diminution globale significative de la consommation du cannabis au Canada ces dernières années. Les données officielles indiquent une stabilité relative depuis la légalisation, avec une légère augmentation à long terme par rapport aux années précédentes. Donc c'est pas non plus, les taux restent élevés chez les jeunes adultes 18-24 ans, 38% en 2023 que chez les plus âgés. Consommation quotidienne stable depuis 2018 et chez les jeunes de 16 à 24 ans inchangé. Donc on va revoir les chiffres, on va pas faire une bataille. C'est un rapport officiel de Santé Canada. J'ai pris ces chiffres. Allez, on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et on est avec vous ensemble pour commenter l'actualité dans ce 10h midi avec Jean-Baptiste Moreau, porte-parole du think tank Agriculture Stratégie, ancien agriculteur, ancien député, Benjamin Cauchy, chef d'entreprise, Ariane Hamadi, présidente de Kerman Consulting, spécialiste en communication politique, et Alexandra Spiner, enseignante déléguée spéciale en charge du décrochage scolaire à la région Île-de-France. 11h, c'est l'heure de vos coups de cœur et de vos coups de gueule. Donc on va commencer avec vous, Ariane. On est carrément, on fait un pas de côté avec l'actualité. Un gros pas de côté. Alors, écoutez, il y a un article dans Le Monde qui dit que désormais sur le marché de la drague, donc des applications de rencontre, c'est ChatGPT qui est utilisé. Donc moi, pourquoi je fais un coup de gueule? Parce que ce que j'aimerais dire, c'est la question de la gestion du sentiment de solitude dans notre pays. Donc il y a un sentiment de solitude extrêmement fort. Alors nous, on parlait beaucoup des services publics, ça c'est un visage de la solitude, mais je trouve intéressant que ce sentiment de solitude amène à des mesures ou des façons de vivre sa vie amoureuse tout à fait étonnantes. Et après, ce que je trouve intéressant sur toujours la gestion de la solitude, c'est dans quelle mesure la technologie peut venir comme une nouvelle façon de gérer cette solitude, bien au-delà de la politique. C'est-à-dire qu'on drague l'intelligence artificielle, si j'ai bien compris. On drague, c'est ça. On se crée, on cherche quelqu'un à qui on pose des questions. Exactement. Il y a eu quelques reportages, effectivement, sur des sur quelqu'un qui voulait se marier avec une intelligence artificielle. Une femme tombée amoureuse de son intelligence artificielle. Non, mais c'est quand même... Non, mais c'est vous dire... quelque chose de... Non, mais dans la dématérialisation du lien, ça vous dit à quel point, juste psychologiquement,
on est un peu déréglé, quoi. Et puis c'est très inquiétant parce que quand on sait les dérives que peuvent avoir l'intelligence artificielle d'un point de vue idéologique, vous pouvez dire que ça ouvre la porte à toutes les plus grandes manipulations possibles des êtres humains, quoi. Bien sûr. Je vous conseille le livre de Stéphane Rose, Une nuit avec une intelligence artificielle. C'est un livre très drôle, mais aussi il a échangé avec une intelligence artificielle en lui posant des questions autour de l'amour. Donc on voit les limites de l'intelligence artificielle. Donc comme c'est un des auteurs de Langéra qui participe à la revue de presse, il a beaucoup d'humour, mais en même temps c'est assez profond sur ce qu'est une intelligence artificielle, ce que vous pouvez lui faire dire, ce que vous pouvez l'amener à lui faire dire. C'est un petit livre qui est paru il y a 2 ans, je crois, mais qui est très Après, très ils font réussi. du business là-dessus, parce qu'en plus c'est payant si vous voulez aller plus loin dans les échanges et tout. Enfin, c'est hallucinant. Alors vous aussi, vous vouliez parler d'intelligence artificielle. Quel enchaînement, Benjamin Cauchier. C'est le sujet du jour, et je vais le ranger dans la catégorie coup de cœur, puisque ce matin, en faisant ma petite revue de presse à l'Aube, je vois qu'effectivement, Le Monde sort un papier sur pouvons-nous utiliser l'intelligence artificielle dans le cadre de nos procédures législatives pour améliorer finalement l'organisation de notre Parlement d'une part, l'optimisation du traitement des amendements d'autre part. Et je lis dans cet article que en octobre 2023, il y a un député socialiste de l'Ardèche, donc pardonnez-moi son nom, je crois que c'est Solignac ou Solignac, qui pose une question à Jean-Noël Barrot, à l'époque ministre ou secrétaire d'État chargé des affaires numériques. Et donc la question était de savoir quelles pouvaient être les incidences de l'intelligence artificielle sur notre quotidien. Donc Monsieur Barrot répond, et donc le député reprend la parole en lui expliquant que bien cette question a été posée par le 518e député de l'Assemblée nationale, qui n'en comporte que 577, puisque c'était une question ChatGPT. Donc là, ça m'a amusé. Et puis finalement, en parcourant les Échos ce matin, je vois 3 papiers sur l'intelligence artificielle. Le premier, c'est effectivement une révolution dans la logistique de notre pays grâce à l'intelligence artificielle, l'optimisation des coûts de transport, de la gestion, l'amélioration de la qualité. Deuxième papier, un encart énorme d'une banque française très connue pour manger des noisettes, si vous voyez ce que je veux dire, et qui explique que grâce à l'intelligence artificielle, eh bien, ils sont en capacité d'améliorer la productivité de leurs collaborateurs, de les faire monter en compétences sur la formation. Et puis le troisième papier, je l'ai perdu de nom, mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, grand coup de cœur sur l'intelligence artificielle, pendant que nos élus sont en train de traînasser et nous font croire qu'ils réfléchissent au budget de la France depuis 2 mois, et bien finalement le monde avance, l'entreprise privée avance, et puis j'ai envie de poser cette question un petit peu provocatrice. Est-ce que finalement, quand on voit le niveau de certains de nos députés sur l'économie ou autre, on n'aurait pas besoin de remplacer ou d'avoir un petit quota de députés issus de l'intelligence artificielle pour essayer de rationaliser nos débats? Je lance le sujet. C'est pourquoi pas, effectivement. J'ai un auditeur qui m'envoie, quand vous parlez du niveau de nos députés, Sébastien Delogu, à qui on pose la question, pourquoi vous lancez dans les municipales? Il répond, c'est mon combat contre le racisme et contre la démocratie. Voilà. Et la démocratie. Contre. Contre la et démocratie. contre la démocratie. Ah, non, mais... Voilà. Bon. Moi, je trouve que c'est une analyse assez juste. Oui, c'est un lapsus révélateur. C'est un lapsus, ça nous arrive à tous, sauf que celui-là, il est particulièrement... Il y avait des roucasseries dans les années 90, je crois qu'on va pouvoir sortir... À défaut d'intelligence artificielle, de l'intelligence tout court suffirait. Hein. Enfin, pour être député, ce serait déjà pas mal. Mais l'intelligence artificielle va bouleverser le monde du travail dans les 10 ans qui viennent, c'est une certitude, oui, notamment les métiers de col blanc, ce qu'on appelle avec... voilà, notamment les jeunes, moi c'est ce que je dis dans mon secteur des affaires publiques dans lequel je travaille aujourd'hui, je veux dire, rédiger des notes de synthèse sur tel ou tel sujet, l'intelligence artificielle le fait beaucoup plus vite et bien mieux que n'importe quel jeune qui sort de l'école, donc il va falloir complètement refonder tous ces métiers-là. Et alors, c'est pas du catastrophisme, hein. Voilà, les révolutions industrielles à bouleverser, mais ça va être une révolution du type de la révolution industrielle dans les métiers qui vont devoir évoluer dans les 10 ans qui viennent. Mais moi, je trouve que c'est quand même une révolution absolument passionnante, et je pense qu'il faut que notre pays soit à la hauteur. Enfin, c'est extraordinaire. Tout ce que l'intelligence artificielle peut nous apporter, je crois qu'il faut plutôt le voir sous cet angle-là. Alors effectivement, Ariane... Mais il faut savoir l'utiliser, et le réfléchir. Vous parliez des rencontres, des applications de rencontres, mais il s'avère quand même que dans les mairies, par exemple pour les mariages, on s'aperçoit que beaucoup de mariages se sont faits grâce aux applications, ce qui prouve que l'intelligence artificielle... Mais c'est pas de l'intelligence artificielle. Oui, moi, c'est pas de l'intelligence contre les applications de compte sur lesquelles j'ai aucun jugement. C'était plutôt sur le fait que vous pensez parler à quelqu'un, vous parlez à une intelligence artificielle. Mais les applications de rencontres, elles sont aussi construites autour d'algorithmes. Mais c'est pas quelqu'un qui réfléchit. Mais vous aurez peut-être eu un mariage avec une intelligence artificielle. Quand vous rencontrez la personne en vrai, vous êtes très très déçu.
déçue, quoi, puisqu'elle a plus l'intelligence artificielle. Je sais pas. Mais même dans le secteur que je connais, bien, l'agriculture. Alors c'est pas l'intelligence artificielle qui va faire un village dans une stabulation à 3h du matin, que les choses soient claires. Mais par contre, elle va avoir un certain nombre d'impacts très positifs dans le monde agricole, quoi, sur le désherbage, sur tout un tas de conduites des troupeaux. Alors elle va pas faire le boulot manuel, donc les agriculteurs seront toujours indispensables, c'est une certitude, mais elle va considérablement changer la façon de faire le travail, et notamment l'administratif. On espère tous que... Alors, je sais pas si l'intelligence artificielle va être assez maligne pour aller plus vite que les technos parisiens et de Bruxelles sur l'administration de l'agriculture française. Mais en tout cas, un autre secteur dans lequel l'intelligence artificielle ne pourra pas intervenir, c'est sur l'évasion des prisonniers, puisqu'il y a 2 détenus qui sont évadés en sciant leurs barreaux. Oui. Donc à l'ancienne, ils ont scié les barreaux. Donc à Dijon, Lucky Luke à Dijon, quoi. Dans la prison, dans la prison de Dijon, 2 hommes s'évadent en sciant les barreaux. Donc ça, c'est c'est quand même un défi majeur pour notre société qui est passionnant, absolument, et qui va au fond donner lieu à une société qui est en train de tout bouleverser. On parle de l'avenir de nos jeunes, mais vous avez des métiers que nous ne connaissons pas encore, qui vont être générés et d'autres qui vont disparaître complètement. Déjà, la semaine dernière, dans les Échos, il y a un papier comme quoi il y avait 21 ou 22% des bac plus 5 qui arrivent sur le marché de l'emploi, qui ne retrouvent pas de taf, et en parallèle de cela, vous avez énormément de papiers qui expliquent que les entreprises remplacent par l'intelligence artificielle toutes les tâches qui sont dites opérationnelles et répétitives. Contrôle de gestion, avocature, médecine, gestion de patrimoine, tous ces métiers que vous dites col blanc, effectivement, on va les nommer strictement. Moi, je déconseille aux jeunes de partir en gestion de patrimoine ou dans l'avocature, puisqu'aujourd'hui, entre palucher des énormes codes et puis lancer sur son ordinateur, trouve-moi une solution et écris-moi cette plaidoirie, ça va complètement en l'espace de 30 secondes, vous allez avoir une solution. Après, ça va peut-être aussi, moi je me dis, vous parliez des affaires publiques, des avocats. Souvent, le recrutement dans des métiers très opérationnels est fait selon des normes vraiment très techniques. Et du coup, si vous voulez vous différencier des autres, par exemple sur une plaidoirie, celui qui va peut-être mieux utiliser l'intelligence artificielle ou pas l'utiliser, ça va être des profils plus créatifs. Bien sûr. Et donc, du coup, je pense que c'est absolument terrible. Par exemple, vous parlez des notes en affaires publiques. Je vois très bien un peu comment c'est construit. C'est sûr que si à un moment le recrutement part sur... C'est principalement ça comme critère, c'est la rapidité. Oui. En fait, comme vous avez des notes opérationnelles qui ont un format qui se réplique, la différence des recrutements, c'est les gens rapides. Combien de notes vous pouvez faire en un temps donné de qualité. Sûr. Et donc là, ça va plus suffire. Parce que dès lors que vous avez, c'est un peu comme pour ceux qui nous écoutent, comme une dissertation, vous avez vraiment un plan, et en gros, vous faites des notes comme ça, sur ce plan-là. Il va falloir peut-être que celui ou celle qui fait des notes en affaires publiques ou qui va être en entretien se distingue par peut-être un angle différent. L'humain, un relationnel, et c'est plutôt bien. Qui va faire la différence. Voilà, et la plaidoirie, c'est carrément, c'est un exemple parfait. En fait, voilà. On se retrouve dans un instant, on va parler un petit peu du budget avec vous dans un instant, Jean-Baptiste, à tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Sud Radio, Valérie Expert. Et on est de retour avec vous, alors Alexandra Spinner, coup de gueule, vous? Ah oui, coup de gueule. L'université de Lyon qui sait toujours s'illustrer. On a déjà entendu parler d'eux avec le scandale de Fabrice Balanche. Nous avons là un professeur d'université dont la spécialité est le Moyen-Âge. Qui a fait a établi une liste de personnalités qui seraient coupables d'être des génocidaires. Oui. Voilà. Il se trouve confession juive et il ne le dit évidemment pas qu'ils sont de confession juive, mais il s'avère que quand on regarde la liste, eh bien, il faut bien constater qu'ils sont pour la plupart juifs. Et donc je trouve, alors il faut le saluer parce que le ministre de l'Éducation nationale qui a répondu en lieu et place du ministre de l'Enseignement supérieur a eu une réaction très très claire. C'est une honte ce qui s'est passé en République. On ne fait pas de liste qu'on livre
à la vindicte des réseaux antisociaux. Oui, c'est ce qu'il a dit très exactement. Celui qui a publié ça a dit mais je n'ai publié que la liste de signataires d'une tribune. Oui. On sait très bien, tout ça est totalement hypocrite. Quand le compte X Sword of Solomon a révélé que en réalité ce professeur est abonné à des comptes de personnalités qui sont directement liées au Hamas, comme Ram Abdou, qu'il est abonné à des pages soraliennes, qu'il est encore abonné à des pages qui font l'éloge du terrorisme. Donc on voit bien là à qui on a affaire. Mais c'est vrai qu'on s'imagine une liste de juifs, en fait, ça paraît totalement surréaliste, et pourtant ça existe au sein de l'université. On voit bien qu'il y a un phénomène là qu'on a du mal à endiguer, véritablement, puisque, enfin, je veux dire. Mais il n'est pas suspendu, il n'y a pas de sanction. C'est pas répréhensible. C'est évidemment répréhensible. On va voir ce qui se passe maintenant, mais on appelle évidemment à une réaction très très ferme. J'espère que ce professeur n'aura plus la possibilité d'enseigner dans cette université. Mais les réactions fermes de la part de la présidente de cette université sont pas vraiment très... Je rappelle un de ses tweets. Où étiez-vous quand François Hollande au Bourget en 2012 se déclarait l'ennemi de la juiverie internationale? Voilà, c'est un tweet que Julien Terry avait publié à un certain moment, donc il n'y a pas vraiment de doute sur Non, mais il n'y a aucun doute sur le fait que ce personnage est un antisémite crasse. Mais vous savez, le mal que font ces gens, il est très profond. Moi, j'étais hier avec des élèves, des lycéens, pour une journée mémorielle à Auschwitz. Je peux vous assurer que c'est terrible. On ne se rend pas compte du mal profond qui est en train de s'installer, et combien il faut détricoter complètement ce discours sur le génocide, combien c'est difficile après de rattraper des jeunes gens et de leur expliquer ce qu'est la réalité historique d'un génocide, de la Shoah. Je trouve ça terrible, et j'attends vraiment, j'espère que le discours du ministre de l'Éducation nationale sera suivi des faits et que ce professeur sera suspendu réellement, parce que c'est un mal terrible au sein de l'université qui est censé prodiguer un savoir universaliste. Donc, je trouve ça terrifiant. Oui, vous avez raison d'en parler ici. Jean-Baptiste, vous, c'est un coup de gueule? Ou un coup de cœur? Non, c'est un coup de cœur. C'était sur la réponse, je pense, dans l'hémicycle de Sébastien Lecornu à Éric Ciotti. Vous voulez qu'on l'écoute? On va l'écouter, comme ça vous pourrez la commenter. Vous prétendez chercher la stabilité, c'est en fait la vôtre que vous préservez. Matignon est dirigé par celui dont vous êtes devenu le passeur de plats. Olivier Faure décide, vous exécutez. François Hollande pilote, vous obéissez. Voilà. Alors c'était plus la réponse de Sébastien Lecornu qui m'intéressait, moi, que la prise de parole d'Éric Ciotti, qui était totalement démagogue. C'est plutôt la réponse qu'on attendait. Stop avec le double discours. L'absence de 49.3, monsieur le président Ciotti, va permettre la grande clarification. On ne peut pas avoir l'équipe qui va dîner avec les grands patrons pour les rassurer d'un côté, pendant qu'une autre équipe, ici, augmente les impôts sur les particuliers et sur les entreprises. Bon. Oui, non, mais c'était un échange savoureux, et la réponse de Sébastien, du Premier ministre, pardon, était particulièrement intéressante, parce que j'ai vécu pendant 5 ans, moi, dans l'hémicycle, les débats autour du projet de loi de finances et du projet de loi de finances de la sécurité sociale, et c'est une grande hypocrisie, et l'absence de 49.3 va clarifier un certain nombre, et l'absence de majorité absolue aussi va clarifier un certain nombre de choses sur les postures des uns et des autres, parce que pendant 5 ans, moi, j'ai entendu que des députés qui défendaient des dépenses, les mêmes qui nous expliquent qu'il faut faire des économies aujourd'hui, enfin qu'on aurait dû en faire beaucoup plus tôt et tout ça. J'ai vu que des amendements passés de dépenses supplémentaires, et dès qu'il y avait des propositions d'économie, c'était jamais au bon endroit, c'était jamais celle-là qu'il fallait faire, parce que celle-là, ça allait impacter tel ou tel secteur d'activité ou telle collectivité, et voilà. Et donc l'absence de 49.3 aujourd'hui dans le débat budgétaire est particulièrement éclairante sur les postures des uns et des autres, et il faut qu'ils assument chacun et chacune des députés les positions qui vont défendre et les amendements qu'ils défendent, parce que ils peuvent plus s'abriter derrière
derrière le fait que non, mais on est dans l'opposition, nous de toute façon on n'a pas le droit à la parole. Là, ils défendent des amendements. Ce qu'on voit, la réalité du PLF, c'est qu'il y a eu une orgie d'impôts supplémentaires votés, proposés dans tous les sens pour tout le monde, parce que même si on nous explique que c'est pour les multinationales, je sais comment ça finit, c'est tout le monde y a droit, et principalement les PME et les artisans, c'est eux qui sont les premiers parce que les autres, ils ont des avocats qui sont capables de faire contourner, auxquels ils sont capables de faire contourner tout ça, et donc sans aucune difficulté. Par contre, les PME qui sont non délocalisables, elles finissent toujours par payer. Ça, il n'y a pas de sujet, et l'URSSAF arrive très bien à les faire payer, il n'y a pas de sujet non plus. Donc voilà, et quand on reparle de taxer l'assurance vie, alors c'est pareil, on nous explique que c'est uniquement les plus grosses assurances vie. Enfin bon, le système de l'assurance vie, si vous taxez les plus grosses sommes, c'est évident que ça va avoir des impacts sur les plus petites assurances vie. Enfin, le système, il est fait pour un équilibre financier, et si vous taxez à mort les grosses sommes, forcément, les petits contributeurs, l'intérêt de l'assurance vie va diminuer, ils vont se faire imposer aussi beaucoup plus, et la rentabilité va être beaucoup moins intéressante. Donc voilà, au moins, ce débat budgétaire ouvre les yeux aux Français. Allez, je vais sur la nullité de la classe politique en général. Voilà, c'est un peu du poujadisme aussi. Je suis désolé, mais je les ai fréquentés pendant 5 ans, et surtout des doubles discours permanents où les députés tiennent un discours quand ils sont dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, et puis un autre quand ils sont sur les marchés, sur leur circonscription, parce qu'ils se font engueuler et qu'ils disent, et voire même. J'ai même connu pire, mais maintenant c'est plus transparent. Il fut une époque, et c'est pas nouveau, il y a 20 ans, où les gens expliquaient qu'ils avaient jamais voté une telle loi, alors que vous retrouvez dans les archives de l'Assemblée nationale le fait qu'ils l'ont voté réellement. Mais ils l'assument plus du tout quand ils redescendent en circonscription. Donc au moins, cette transparence, même si c'est un spectacle assez désolant, j'espère que ça ouvre un peu les yeux à nos concitoyens sur la réalité de leur classe politique. Voilà. Avec quelles conséquences ? Avec quelles conséquences, je sais pas. C'est ça qui est dramatique. Mais si c'était un reset pour repartir sur des bases plus saines, ça serait pas inutile. Oui, réaction. Oui, alors sur l'impôt sur la fortune improductive, on va essayer de se trouver des points communs quand même. Sur l'impôt sur la fortune improductive, je partage avec vous l'augmentation d'1,4%, d'1,4 point, de la CSG sur les contrats d'assurance vie. Ça a concerné les gros et les petits contrats, et c'est vraiment se tirer une balle dans le pied, puisque un contrat d'assurance vie en France, c'est grosso modo 60% en fonds euros et 40% en unité de compte. Dans les 60% de fonds euros, c'est notamment là-dessus que vous avez des obligations, des emprunts d'État, et donc qui financent entre guillemets notre dette ou nos futurs investissements. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. Après, concernant les propos à la fois de Monsieur Ciotti et de Monsieur Lecornu, c'est une opération de ping-pong qui sert à rien. Clairement, ce concours l'épine fiscale, vous l'avez dit, le RN fait extrêmement fort, 34 milliards d'euros de supplémentaires. Quand vous taxez Google, c'est pas grave, la pub coûtera plus cher pour le commerçant qui va s'en servir, et c'est pour Amazon, ça sera 1 euro, 2 euros de plus pour le client final. Donc finalement, c'est le consommateur et c'est le Français qui va payer. Donc ça sert strictement à rien. Moi, ce qui me gêne véritablement dans cette séquence budgétaire, c'est qu'à la fin, on va finir par des ordonnances et qu'on a vraiment l'impression de se moquer du monde. Et que c'est un jeu de dupes. C'est ça, c'est véritablement ça. Et ça, je peux vous assurer que sur les marchés, comme vous dites, sur les marchés, les gens sont soit, dans le meilleur des cas, résignés, résilients, mais il y en a beaucoup qui sont indignés. Il y a une colère profonde, y compris chez les gens qui ont pu voter pour vous il y a quelques années, ou pour les Républicains, ou pour le centre-gauche, qui aujourd'hui sont exaspérés de ce jeu de dupes. Non, mais je travaille beaucoup pour les entreprises. Il y a une vraie panade au niveau des entreprises aujourd'hui. Elles arrêtent d'investir. D'investir, elles arrêtent de recruter. Hyper rural, où on rentre dans une année municipale. Déjà, les années municipales ne sont pas des bonnes années parce qu'on a beaucoup, nous, dans les zones rurales, dans le travaux publics et tout ça, c'est la commande publique, la commande des communes et tout ça dans les différents travaux. Les années municipales, c'est déjà mort, mais là, ça fait déjà 6 mois que c'est mort à cause du bordel politique au niveau national. Donc, on a un certain nombre d'entreprises dans le travaux public, je pense, qui vont fondre les plombs assez rapidement, et c'est beaucoup d'emplois sur les territoires. Un mot. Oui, non, d'un mot, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Juste que je trouve aussi particulier, c'est qu'en fait, ce débat budgétaire remet en place 2 chapelles qui s'opposent et qui, a priori, en France, sont radicalement opposées et faites pour s'opposer. C'est une première chapelle qui dirait que être juste, c'est dépenser moins. Et donc avoir en gros un budget à l'équilibre, et une autre chapelle qui dirait que être juste, c'est redistribuer et relancer l'économie par la dépense. Et donc en fait finalement, ce qui est assez, je trouve particulier, c'est qu'on retombe sur des schémas d'opposition et des schémas de clivage qui
qui apparaissent indépassables et qui ont d'ailleurs été dans l'histoire de France, c'est régulièrement indépassable de la même manière. Peut-être parce qu'ils sont structurants, tout simplement. Oui, mais du coup, il faut trouver une solution quand même. Oui. On appelle ça une majorité, et donc pour le coup, c'est une dissolution que tout le monde attend plutôt que ces jeux de dupes. Je ne sais pas si tout le monde attend la dissolution. Enfin, on n'a pas eu le temps de parler d'une des hypothèses de demander aux plus riches de prêter de l'argent à l'État. Ça s'appelle de la spoliation. De taxer les super héritiers. Enfin, on entend. Un emprunt dont on ne sait pas s'il sera remboursé sans aucun intérêt, ça s'appelle de l'impôt ou de la spoliation. Enfin, on peut l'habiller comme on veut, mais c'est du vol. Voilà. Allez, dans un instant, on va parler conso avec le nouveau numéro de 60 millions de consommateurs et une grande enquête sur les téléphones portables et les téléphones portables chinois qui, figurez-vous, je vais vous donner un scoop, fonctionnent mieux et se tombent moins en panne que les grandes marques. Voilà, restez avec nous sur Sud Radio. Cette année, le Père Noël a déjà déposé tous ses cadeaux au pied du sapin Sud Radio. La semaine prochaine, écoutez Sud Radio non-stop et gagnez des séjours au Futuroscope.